Le chapitre concernant les enveloppes de l'encéphale, c'est ce qu'on appelle les méninges crâniennes. Nous allons tout d'abord faire un premier volet qui sera l'anatomie générale des méninges crâniennes, puis dans un deuxième volet, nous allons voir la description, la topographie de ces méninges qui vont finalement conditionner l'ensemble de la topographie intracrânienne. Donc nous allons commencer par quelques petits rappels d'anatomie générale avant de rentrer plus dans le détail. Je vous rappelle que nous avons vu donc, dans la disposition tout à fait classique des méninges que d'un point de vue, on va dire, embryologique et donc même dans l'ontogénèse et la phylogénèse, nous trouvons le système nerveux central qui au départ est un tube, donc c'est ici le tube neural que nous avions vu, puisque nous avons déjà, dans un autre chapitre, étudié les méninges spinales. Donc ici, ce tube neural qui présente en son centre un canal central qui peut s'obturer dans certaines espèces et en particulier chez l'adulte dans l'espèce humaine et qui est tapissé ici d'épendymes. À l'intérieur de ce canal, il y a du liquide cérébrospinal, comme on va le redire. Puis nous allons trouver accolé à la substance nerveuse, une membrane que j'ai systématiquement mis en orange sur toutes les vues que nous avons pu faire en neuroanatomie, et qui est ici la pymère. Pymère qui est une membrane fine, qui est richement vascularisée et qui amène les vaisseaux vers la région profonde. Et nous avions vu qu'en périphérie, il y a un sac fibreux, inextensible, qui forme la durmère. C'est un sac fibreux qui a à peu près l'épaisseur d'une toile de chemise, parfois jusqu'à une toile de pantalon, de jean. Voici ici cette durmère qui vient former un sac primitif. Nous sommes là sur une notion d'embryologie, un sac qui est le sac durmérien. Sac durmérien qui enveloppe l'ensemble du système nerveux. Et à l'intérieur de ce sac, la face interne de la durmère est tapissée par l'arachnoïde. Arachnoïde, membrane fine, donc accolée à la durmère, à sa face interne, qui tire son nom du fait que cette membrane envoie des petits prolongements vers la pymère qui ressemblent à une toile d'araignée, prolongement extrêmement fin, extrêmement ténu, et arachné, c'est l'araignée en grec. Voici ici donc l'arachnoïde que nous avions vu, et il y a donc un espace entre l'ensemble pymère arachnoïde d'une part, et pymère et tube neural d'autre part. Et dans cet espace, il y a du liquide qui est le liquide cérébrospinal. Donc c'est ce que nous avions déjà vu, mais nous le reprenons ici d'un point de vue anatomie générale. Donc nous avons du liquide cérébrospinal qui va former une sorte d'amortissement tout à fait efficace pour protéger le système nerveux central. Liquide cérébrospinal, je vous rappelle, qui est un liquide clair, classiquement eau de roche, qui est très différent de la lymphe, qui est proche d'une eau cristalline. Liquide cérébrospinal qu'on appelait anciennement, et parfois encore certains en clinique utilisent ce terme ancien, de liquide céphalorachidien, où on disait LCR. Mais c'est bien liquide cérébrospinal et en terminologie latine et en terminologie anglaise. Nous avons donc d'une part la pymère, qui est donc ici en orange, pymère membrane très fine, puis nous avons l'arachnoïde que nous mettons en rose et qui tapisse la face interne de la durmère, et enfin nous avons la durmère périphérique, très épaisse, fibreuse. La durmère forme aussi ce qu'on appelle parfois la pachyméninge. Pachyméninge, pachy ça veut dire épais, donc pachyméninge c'est la durmère. Pachyméninge, c'est un synonyme de la durmère. Et il y a d'autre part ce qu'on appelle la leptoméninge, on peut dire les leptoméninges, mais la leptoméninge, et leptoméninge, c'est arachnoïde plus pymère. Donc ce sont des termes que vous pourrez
trouvés dans la littérature. Pachyméninge, c'est la dure mère, membrane épaisse. Leptoméninge fin, c'est arachnoïde plus pimère. Pachyméninge, leptoméninge. Nous avons vu qu'au niveau spinal, au niveau vertébral, il y aurait, et là nous ne ferons qu'une simple coupe, eh bien il y a le tube neural avec le canal central, donc on fera simplement ici une coupe horizontale. Nous trouvons la pimère, qui tapisse donc ici ce qui est la moelle spinale. Là, nous sommes donc dans quelque chose qui est plein, hein. C'est le système nerveux. Puis, on peut même carrément, on va le remplir carrément en opaque. Puis, nous trouvons donc en périphérie la dure mère spinale, qui est ici en périphérie. Nous en avons vu dans un cours spécifique l'organisation topographique. C'est ici juste un schéma de base. Nous avons l'arachnoïde qui tapisse la face interne de la dure mère. Et donc, quand on ouvre la dure mère, le sac durmérien, on ouvre automatiquement, au niveau spinal, on ouvre automatiquement l'arachnoïde. Et on tombe dans l'espace subarachnoïdien. Donc, entre arachnoïde et pimère, je garde les mêmes couleurs. Et nous avons ici le liquide cérébrospinal. Quand on regarde la topographie au niveau spinal, eh bien, l'ensemble va être placé dans le canal vertébral, donc est osseux. Je vais le représenter ici quasiment complet. Canal vertébral. Et donc, autour, ici, on est dans l'os, c'est-à-dire vertèbre et ou disque intervertébral. Donc, ici, on est dans le canal vertébral. Et c'est ici la disposition des méninges spinales. Donc, au niveau des méninges spinales, nous avons un espace entre la paroi, c'est un rappel, entre la paroi et la dure mère, et cet espace est rempli de tissu adipeux, formant un deuxième amortisseur, et le premier étant le liquide. Voici ici ce tissu adipeux qui remplit un espace spécifique à ce niveau, cet espace étant l'espace épidural. Espace épidural, donc, qui est du tissu adipeux de remplissage, et également, nous y trouvons des plexus veineux nombreux, plexus veineux épiduraux. Donc, on peut représenter ici ces veines. Ceci fait qu'effectivement, il y a un double amortissement liquidien au sein du sac dural et adipeux autour, ce qui est finalement tout à fait logique. La nature a bien fait les choses, puisque la colonne vertébrale étant articulée, il y a en l'occurrence les vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires, chacune étant articulée, et donc ceci permet une déformation de la colonne dans les mouvements sans avoir d'impact sur la moelle spinale elle-même. Nous allons maintenant voir qu'au niveau crânien, ce qu'on appelle les méninges crâniennes, la disposition d'anatomie générale est différente. Donc ici, méninges crâniennes. Et pour cela, nous sommes dans des schémas d'anatomie générale. Nous verrons dans la deuxième partie de ce cours la topographie précise. Donc, dans les méninges crâniennes, nous allons voir qu'il n'y a plus d'espace épidural. Il va y avoir un accolement de la dure mère à la face interne de la voûte du crâne ou des os du crâne, c'est-à-dire au périoste endocrânien. Nous allons pour cela faire une coupe très schématique qui sera une coupe de la voûte du crâne. Coupe de la voûte du crâne. Donc, c'est schématique. Globalement, c'est ici une vue qui serait à peu près au milieu, mais ce n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est de voir justement la disposition générale. Nous allons couper ici la voûte du crâne. La voûte du crâne, je vous rappelle, c'est un os plat. Si on prenait sur la base, ce serait les os de la base, ce serait à peu près similaire. Nous avons ici un os plat, et cet os plat, je vous rappelle, a une couche périphérique qu'on appelle la table externe. La table externe qui est donc
un épaississement cortical. Et puis, nous allons trouver une deuxième couche épaisse corticale qui sera interne et qu'on appelle la table interne. Et je vais tout de suite présenter dans cette table interne un certain nombre de petits espaces et nous en comprendrons la signification dans un instant. Donc voici ces petits espaces que je représente et encore une fois nous y reviendrons dans un instant. Et voici donc cette table interne de la voûte du crâne. Table interne, donc épaississement cortical, et entre les deux, et confère ici le cours sur l'anatomie générale des os, entre les deux, nous trouvons de l'os spongieux, et cet os spongieux, au niveau des os plats de la voûte du crâne, prend le nom de diploé. Donc, lorsque l'on regarde en agrandi la voûte du crâne, je vous rappelle qu'on a ici la table externe, puis on a de l'os spongieux qui est le diploé, puis on a la table interne qui est du côté endocrânien. Tout os est tapissé par du périoste. En l'occurrence, nous allons trouver en périphérie le périoste externe, exocrânien, donc qui tapisse les os du crâne sur leur face externe. Voici ici le périoste externe qui est adhérent. C'est toujours assez difficile de décoller le périoste, mais bien sûr on le peut. C'est utilisé en chirurgie, notamment aussi en chirurgie maxillofaciale, beaucoup, ces décollements périostés. Voici le périoste externe, et nous allons voir qu'à l'intérieur, nous aurons un accolement périoste interne et d'urmère, formant un tissu fibreux relativement épais. Nous pouvons placer ici, entre les deux tables, eh bien, le diploé. Le diploé, c'est l'os spongieux, donc confère anatomie générale des os plats. Vers la région endocrânienne, nous allons trouver eh bien, cette d'urmère fusionnée avec le périoste interne, cette d'urmère qui vient être accolée donc à l'os, puisqu'elle est accolée à... La d'urmère est accolée au périoste. Voici ici des éléments, nous allons compléter cela dans un instant. Voici donc d'urmère et périoste interne, endocrânien, qui sont fusionnés. Il n'y a donc pas d'espace épidural, ça c'est un premier message important. Par endroits, nous allons trouver des systèmes veineux qu'on appelle les sinus d'urmériens ou sinus veineux de la d'urmère, qui ont en général une forme triangulaire à la coupe, et j'en représente un ici, un sinus de la d'urmère, triangulaire à la coupe. Ce sont des systèmes veineux qui ne sont pas des veines, puisqu'on est entièrement dans un tissu fibreux épais, et par endroits, on va trouver aussi des prolongements de la d'urmère qui forment des cloisons, et j'en représente une ici. Nous comprendrons mieux cela avec la topographie précise. Nous sommes donc là dans une coupe d'un sinus veineux de la d'urmère, donc que je remplis ici de sang veineux schématiquement en bleu. Sinus de la d'urmère, sinus d'urmérien, sinus veineux. Nous allons trouver aussi des systèmes veineux qui seront des veines d'urmériennes, qu'on appelle aussi veines méningées, et qui vont avoir la particularité de présenter des veines qu'on appelle des veines émissaires, et ces veines émissaires traversent la voûte du crâne pour s'aboucher, ou en tout cas communiquer, avec des veines sous-cutanées du cuir chevelu. Donc ici, nous avons une veine méningée qui est sous la d'urmère, qui, par cette veine émissaire, traverse table interne, diplo et table externe, et communique avec des veines sous-cutanées. Ceci, bien sûr, aura des conséquences sur les communications possibles, par exemple, ne serait-ce que d'infection. Et puis, nous allons trouver en périphérie le plan cutané du cuir chevelu, on va le mettre peut-être même en rose, plan cutané du cuir chevelu, ici. Et entre les deux, nous allons trouver
du tissu adipeux, plus ou moins épais, suivant les gens, et je fais là quelque chose de très schématique pour le plan cutané. On pourrait rentrer plus dans le détail. Donc ici, plan cutané et le tissu adipeux. Nous allons trouver aussi des systèmes artériels, et ce sont, et nous les étudierons la prochaine fois, ce sont les artères méningées, notamment l'artère méningée moyenne, qui est la plus importante, et nous allons présenter ici une artère méningée, et ces artères méningées, et branches des artères méningées, viennent former des sillons, nous en reparlerons, sur la table interne, sillons que l'on voit donc sur un os sec. Artère méningée qui est située de façon périphérique par rapport à la dure mère. Donc voici ici la dure mère, et l'artère méningée est entre la dure mère et l'os, dans un sillon osseux. Puis nous allons trouver également des prolongements qui viendront de l'arachnoïde, comme nous le verrons dans un instant. À la face interne, comme dans le système général, représenté ici en rose, à la face interne de la dure mère est accolé l'arachnoïde. Et il n'y a pas d'espace entre l'arachnoïde et la dure mère. Voici ici l'arachnoïde qui tapisse la dure mère et ses prolongements, ici cette cloison que nous avons représentée. L'arachnoïde va par endroits envoyer des petits prolongements qu'on appelle les granulations arachnoïdiennes. Granulations arachnoïdiennes qui portent classiquement un nom propre, ce sont les granulations de Pacchioni. Donc, granulations arachnoïdiennes ou granulations de Pacchioni, qui sont des espèces de petits prolongements nodulaires de quelques millimètres qui vont perforer la dure mère et la table interne pour arriver jusqu'au niveau du diploé. Donc voici ici une granulation arachnoïdienne qui pénètre donc la dure mère et la table interne pour aller jusqu'au diploé. Granulation arachnoïdienne. Donc, ces granulations arachnoïdiennes vont perforer la table interne et donc il y aura, d'un point de vue osseux, une sorte d'amincissement puisqu'il n'y a plus, d'un point de vue cortical, que la table externe. Ce qui fait que sur une radiographie, on aura comme une lacune, on aura une perte de substance au niveau des granulations. Et c'est toute la différence de diagnostic entre une granulation arachnoïdienne qui forme ces petites fossettes, qu'on appelle aussi fossettes de Pacchioni, sur la face interne du crâne, ou bien, quelque chose qui serait tumoral. En général, c'est assez facile à repérer, malgré tout, parce que ces granulations arachnoïdiennes sont proches de la ligne médiane et alignées de façon antéro-postérieure. Donc, ce qui fait que sur une radio, on a effectivement une lacune, puisque nous n'avons plus que la table externe et que la table interne est interrompue. Donc, il y a moins de densité et il y a une lacune qui apparaît. Donc ça, c'est un grand classique de la radiographie du crâne ou du scanner aujourd'hui. Puis, nous pouvons placer dans l'intérieur maintenant de la cavité crânienne, nous pouvons placer le système nerveux central. En l'occurrence, ici, ce sera le cerveau. J'agrandis fortement l'espace pour des raisons de compréhension, mais il est évident que si nous avions cette disposition, ce serait une atrophie corticale. Il y a très peu d'espace finalement, donc on agrandit ici l'espace, et nous trouvons ici la substance cérébrale avec le cortex cérébral. Nous sommes là dans un hémisphère, donc le cortex, l'hémisphère cérébral de chaque côté, droit et gauche, et nous voyons ici qu'ils sont séparés. Nous y reviendrons dans le détail dans la suite du cours de topographie sur ces cloisons ici. Donc voilà le système nerveux, et nous savons que le système nerveux, ici l'hémisphère, est tapissé par la pimère qui rentre en profondeur des sillons, et ceci nous l'avons bien sûr déjà vu dans la description de l'encéphale. Voici ici la pimère, et les vaisseaux arrivent en périphérie de l'encéphale par la pimère, et nous pouvons représenter ici, alors c'est plus ou moins en profondeur des sillons,
ça varie suivant les niveaux, nous pouvons représenter ici une artère cérébrale. Artère méningée en superficie de la dure mère, artère cérébrale antérieure, moyenne, postérieure et leurs branches. Et entre les deux, eh bien, nous trouvons ces petites prolongations en forme de toile d'araignée de l'arachnoïde, donc d'où son nom, arachnoïde, et c'est là le liquide cérébrospinal que je mets ici avec des petites croix bleues. Voici le liquide cérébrospinal. Nous allons maintenant voir quelques aspects cliniques qui dérivent directement de l'anatomie. Première chose, ça va correspondre aux hématomes. Donc, première chose, c'est bien sûr une boîte qui est inextensible, le crâne, boîte osseuse. Le seul vrai orifice de sortie, c'est le foramen magnum à la base du crâne, dans l'occipital, comme nous l'avons déjà évoqué avec le tronc cérébral. Et toute augmentation du volume intracérébral, tumeur ou hémorragie qui va former un hématome, va obliger une libération de volume qui ne peut se faire que par le foramen magnum, c'est l'engagement cérébral, c'est ce qu'on appelle aussi la hernie tonsillaire. Donc il y a d'une part les tumeurs, ça c'est un chapitre à part et qui ne dérive pas directement de l'anatomie. En revanche, les hématomes sont un chapitre important de neurologie et de neurochirurgie, bien sûr, qui dérive directement de l'anatomie que nous venons de voir. Anatomie générale. Nous allons voir 3 types d'hématomes et le premier type d'hématome que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle les hématomes extraduraux. Hématomes extraduraux, et c'est vraiment une particularité ici, donc souvent abrégé en HED, hématomes extraduraux qui sont une particularité au niveau crânien. Il n'y a pas d'espace entre la dure mère et le crâne, mais à certains endroits, notamment au niveau pariétal, des bosses pariétales, la dure mère est plus facilement décollable. Et c'est ce qu'on appelle la zone décollable de Gérard Marchand. C'est Gérard et Marchand, en fait, mais on dit Gérard Marchand, qui sont des neurochirurgiens qui ont décrit cet espace. Ce sont donc des zones où il y a un accolement, mais où il est relativement facile de décoller la dure mère de l'os, alors que sur la base du crâne, c'est très difficile anatomiquement. Alors, quel va être le mécanisme des hématomes extraduraux? Nous avons un traumatisme. Globalement, il y a en général une fracture de la voûte du crâne qui vient déchirer une artère méningée. L'artère méningée, elle est ici en périphérie de la dure mère. Comme elle est déchirée, un hématome se forme, il y a de la pression dans les artères et donc ça va venir faire un décollement de la dure mère. Décollement de la dure mère par rapport au crâne, ce décollement n'est pas normal. Il se fait quasiment exclusivement dans cette région pariétale ou pariéto-occipitale. Donc quel est le schéma de cet hématome extradural? Nous avons ici, nous allons représenter la voûte du crâne, par exemple sur une région pariétale. Voici ici la voûte, table interne, table externe. Ici un sillon correspondant à donc sillon d'une branche de l'artère méningée, table interne, table externe. Ici le diploé. Nous avons en périphérie donc le périoste externe et nous avons en dedans, nous avons le périoste interne qui est accolé à la dure mère, donc comme nous venons de le voir. Puis nous pouvons représenter l'arachnoïde qui tapisse l'ensemble, ici, arachnoïde. Puis nous aurons ensuite, très schématiquement, de l'encéphale, avec ici donc cortex sillon, qui est tapissé par l'apimère. Donc ici, on est sur le système nerveux avec l'apimère. Et entre les deux, nous avons du liquide cérébrospinal que nous pouvons représenter par ces petites croix bleues. Donc, nous avons une artère méningée qui est ici donc en rouge. Et nous avons un traumatisme crânien. Qu'est-ce qui se passe? Cette artère vient être rompue et va venir par sa pression décoller la dure mère. Et donc, dans l'hématome extracrânien, je ne vais pas refaire tout à fait l'ensemble, dans l'hématome extracrânien, nous aurons donc la table externe, donc avec le plus souvent un traumatisme, donc fracture, fissure, et nous avons l'artère méningée moyenne qui s'est déchirée et qui va donc venir faire un décollement, va venir former ici une poche de sang,
artérielle, poche de sang ici, qui vient décoller la dure mère. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hématome extradural. Hématome extradural. Donc, il n'y a, voyez, pas de communication du tout avec ce qui se passe dans le crâne. Hématome extradural, on est entre l'os et la dure mère. Hématome extradural qui, donc, souvent est provoqué par un traumatisme et qui va se constituer assez rapidement. Ça peut être instantané, avec un coma quasi immédiat, et ça peut être en quelques heures. C'est une urgence vitale, car en effet, cette poche qui vient progressivement augmenter, vient comprimer le cerveau, vient faire une hypertension intracrânienne. Cette hypertension intracrânienne aura deux effets. D'une part, à un moment donné, l'hypertension intracrânienne va venir arrêter la circulation sanguine par cette pression, et d'autre part, ce sera l'engagement cérébral, c'est le pronostic vital qui est engagé. Donc, c'est quelque chose qui est connu visiblement depuis l'Antiquité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever la pression, et ceci signifie qu'il faut faire un trou de trépan. Donc, ces trépanations sont a priori très anciennes, puisqu'on a des crânes préhistoriques, on l'avait déjà évoqué, sur lesquels on trouve le trou de trépan dans la région pariétale, et l'os au bord est cicatrisé, ce qui fait qu'effectivement, il a fallu au moins quelques semaines ou mois pour que cela récupère. Aujourd'hui, on ne fait plus obligatoirement de trous de trépan comme on voit sur des gravures du XVIe siècle avec une sorte de tournevis, mais maintenant on fait en général des volets, un volet carrément osseux, et on va laver l'hématome, on va retendre la dure mère pour éviter que ça se reconstitue. Hématome extradural qui est donc une urgence, c'est du sang artériel et ça se constitue très vite. Nous avons ensuite un deuxième type d'hématome qui est l'hématome sous-dural. Hématome sous-dural qu'on abrège souvent en HSD, et il y aura deux types d'hématomes sous-duraux. Il y a l'hématome sous-dural aigu, HSDA, et l'hématome sous-dural chronique, HSDC. L'hématome sous-dural aigu est rare, l'hématome sous-dural chronique est fréquent. Et là, c'est un mécanisme tout à fait différent et qu'on comprend par l'anatomie. Eh bien, ce sera en général toujours après un traumatisme, où là, on va maintenant avoir une déchirure veineuse, notamment ici d'un sinus veineux. Et le sang veineux va venir décoller la dure mère et l'arachnoïde. Donc, l'espace ici entre la dure mère et l'arachnoïde, c'est l'espace qu'on appelle sous-dural, qui n'existe pas normalement. Et lors de cette déchirure, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ici, dans l'hématome sous-dural chronique, je ne vais pas refaire l'ensemble des schémas, dans l'hématome sous-dural chronique, nous allons ici avoir une fracture qu'on retrouve, ou un traumatisme qui peut parfois même être assez léger, un simple coup sur la tête, en général sur un terrain particulier, notamment des personnes âgées. Donc ici, le traumatisme, le traumatisme qui est ici. Et nous avons là maintenant la dure mère qui reste intacte. La dure mère est intacte, mais nous avons une rupture du sinus veineux, ce qui fait que ici, nous allons avoir une poche qui vient se former entre la dure mère et l'arachnoïde, ce qu'on appelle l'espace subdural. Et nous allons trouver en général une poche veineuse qui peut être relativement étendue et qui se constitue progressivement, poche veineuse ici qui vient de la rupture d'un sinus veineux. Donc ici, cet hématome sous-dural, dans l'espace sous-dural, et qui vient se constituer entre 3 semaines et 3 mois à peu près. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un choc plus ou moins important, parfois très bénin, qui fait qu'on a cette rupture, et comme c'est une pression basse dans les veines, ceci vient se remplir progressivement jusqu'à occuper quasiment toute une hémivoûte. Nous pouvons représenter ici on va remettre ici également de l'encéphale, juste pour bien montrer que l'hématome est complètement séparé du liquide cérébrospinal. Et nous représentons aussi l'encéphale. Donc, de la même façon, l'hématome extradural est une urgence immédiate, alors que là, c'est quelque chose qui va être, au contraire, insidieux, chronique, et les signes au départ sont très discrets, jusqu'à devenir extrêmement importants, et avec notamment des céphalées, qui surviennent donc 1 semaine, 2 semaines, souvent 3 semaines à 3 mois après.
Lorsque l'on fait un scanner, il suffit de faire un scanner simple en un premier temps. Nous voyons que dans l'hématome extradural, c'est une lentille biconvexe. Le côté vers le cerveau est convexe, alors que dans l'hématome extradural, nous avons une lentille qui est concave vers le dedans. Elle est convexe dehors, mais concave vers le dedans. Déjà ça, c'est une indication éventuelle. Voici ici cet hématome sous-dural, aigu, suite immédiate d'un trauma, ou alors chronique, c'est le plus fréquent, et c'est donc insidieux. Il faut au moindre signe procéder à un scanner cérébral. Dans aucun des cas, vous voyez qu'il n'y a de communication de l'hématome avec la région sous-arachnoïdienne. Et nous avons le dernier hématome, qui est hémorragie, qu'on appelle l'hémorragie méningée. Donc on a hématome extradural, nous avons l'hématome sous-dural et nous avons l'hémorragie méningée. Dans l'hémorragie méningée, c'est la rupture d'un vaisseau ici cérébral qui vient se faire, ce vaisseau-là. Rupture du vaisseau cérébral qui peut être soit une artère cérébrale antérieure, moyenne, postérieure, soit par un traumatisme, déchirure, soit très fréquemment par un anévrisme. Et on avait évoqué déjà ces anévrismes avec l'étude des vaisseaux. Donc ici, nous allons retrouver la voûte, qui, elle, à présent, maintenant, va être intacte. Nous allons retrouver la dure mère en périphérie, qui est également intacte. Nous allons retrouver l'arachnoïde qui est accolé à la dure mère. Donc il n'y a normalement ni espace extradural, ni espace subdural. Et là, nous trouvons maintenant l'encéphale, avec une artère qui s'est rompue, soit par traumatisme, soit au niveau d'un anévrisme. Et je vous rappelle que ces anévrismes peuvent être congénitaux, notamment des anévrismes sacciformes, et que c'est une des premières causes de décès chez l'adulte jeune, donc entre 18 et 25 ans, rupture d'un anévrisme, notamment, 40% des cas à peu près, de la cérébrale antérieure. Donc qu'est-ce qui vient se passer ici? Vous avez l'artère cérébrale qui s'est déchirée et du coup le sang va passer dans l'espace sous-arachnoïdien, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie méningée. Nous sommes là donc dans du sang qui vient remplir le liquide cérébrospinal. On peut aussi avoir une hypertension intracrânienne et ceci se verra parce qu'on verra du sang, le sang aigu est dense au scanner sans injection, on verra du sang qui éventuellement remplit un sillon. Autre particularité de l'hémorragie méningée, quand on fait une ponction lombale, ponction lombaire, comme il y a une communication de l'ensemble du liquide cérébrospinal, dans la ponction lombale, on peut avoir un liquide qui sera rosé ou qui sera carrément rouge, ou s'il y a peu d'hématie, il faudra le regarder au microscope. Donc c'est un signe dans la ponction lombale. Malgré tout, il faut être très... En théorie, c'est super la ponction lombale, en tout cas ça permet de retenir le mécanisme, et on peut faire une ponction lombale et trouver du sang, ce sera un signe tout à fait précis, mais il faut quand même faire très attention parce que quand on fait une ponction lombale, on retire du liquide et il y a un aspect d'aspiration vers le bas, ce qui fait qu'on peut provoquer un engagement. Comme il y a une hyperpression avec l'hémorragie, donc dans la ponction lombale, il faut faire attention car cela peut être une cause d'engagement quand on a une hémorragie. Donc voilà ces trois types d'accidents liés au méninge d'un point de vue vasculaire, neurologique et chirurgical, et surtout retenir cette urgence de l'hématome extradural de par le mécanisme artériel et au contraire l'aspect insidieux et chronique de l'hématome sous-dural. Et nous allons donc continuer par la description topographique de ces méninges. Pour ces méninges crâniennes, premier volet qui est donc de l'anatomie générale et deuxième volet qui est de l'anatomie topographique où nous allons voir la réalité des dispositions de ces méninges crâniennes. Il y a donc une couche périphérique qui est adhérente au périoste, comme nous l'avons vu, et il va y avoir des prolongements qui forment d'une part principalement la faue du cerveau, accessoirement la faue du cervelet, et d'autre part la tente du cervelet.
Ceci va avoir une disposition tridimensionnelle complexe, ce qui fait qu'il nous faudra plusieurs vues et coupes pour arriver à comprendre ces structures qui sont somme toute simples. Ceci nous permettra également de décrire les sinus de la Durmer, ces sinus veineux que nous avons évoqués, qui sont donc en général de coupe à peu près triangulaire dans un dédoublement de la Durmer et du tissu fibreux. Nous allons faire une coupe horizontale du crâne pour représenter la base du crâne que nous avons vu par ailleurs donc dans le cours correspondant à la tête et à l'ostéologie du crâne. Voici ici les contours. Vous savez que le crâne peut avoir une morphologie variable en forme suivant les individus, plus ou moins allongés. Nous avons les crânes brachycéphales qui sont étroits, nous avons les crânes dolichocéphales qui sont très allongés, et nous avons au milieu la disposition moyenne qui est le crâne mésocéphale. Donc là, un crâne de disposition moyenne, donc, que nous voyons ici, c'est une coupe horizontale du crâne, avec en avant nous verrons le sillon du sinus longitudinal supérieur, et vers l'arrière, nous verrons une région déprimée qui en superficie correspond globalement à la protubérance occipitale externe que l'on sent sous la peau et qui correspond au confluent des sinus comme nous le reverrons. Nous pouvons représenter ici la coupe de l'épaisseur de la voûte du crâne. Je ne reviens pas sur la description des différents éléments donc, qui sont étudiés avec l'anatomie de la tête et le crâne. Nous avons 4 heures là-dessus que vous avez vu. Voici ici donc cette coupe. Nous ne remettons pas les différentes sutures. Vers l'avant, il y aurait la suture entre le frontal et la région de l'aile du sphénoïde, puis la région du temporal, puis l'occipital, mais ce n'est pas obligatoirement le but ici. Entre les deux couches table interne, table externe, nous avons le diploé, qui est donc l'os spongieux de ces os plats qui constituent la voûte. C'est une vue supérieure de la base du crâne. Nous ne rentrerons pas du tout dans les détails et nous mettrons qu'un certain nombre d'éléments dont nous avons avoir besoin ici. Nous allons présenter le bord antérieur de la selle turcique avec les processus clinoïdes antérieurs, et sur les côtés, ceci vient se prolonger avec le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde et prolongation ici vers la partie pariétale. Voici ici donc là le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde, et en avant, nous trouvons un relief qui est le processus ou apophyse Christa Galli, la crête de coq, qui appartient à l'ethmoïde, et de chaque côté, la lame criblée de l'ethmoïde, par laquelle passent les filets du nerf olfactif, une vingtaine, et de l'autre côté, nous sommes dans la paroi, en dessous, sur la paroi supérieure, le toit des fosses nasales. Je ne reviens pas sur les sutures entre le frontal et le sphénoïde, nous n'avons pas besoin ici. Puis nous trouvons le bord postérieur de la selle turcique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le dorsum sellae, les processus clinoïdes postérieurs, et ceci vient se prolonger, c'est le processus basilaire, vient se prolonger avec le bord supérieur du rocher, donc très schématiquement, bord supérieur du rocher, bord supérieur de l'os temporal. Puis nous allons donc ici, schématiquement, ce bord supérieur, ici, oblique vers l'arrière et le dehors. Puis vers l'arrière, nous allons trouver un sillon qui est le sillon du sinus transverse, que l'on voit bien et qui est souvent asymétrique, sillon du sinus transverse, c'est-à-dire une gouttière ici qui vient marquer l'os et dont nous reparlerons dans un instant. Nous trouvons en avant
cet étage qui est surélevé, on le reverra sur la coupe, mais c'est la fosse cérébrale antérieure. Là aussi, confère ces cours spécifiques sur le crâne, les 4 heures sur le crâne. Nous avons ensuite, en arrière et en dessous du bord postérieur de la petite aile, nous avons la fosse cérébrale moyenne, et enfin, en arrière, nous avons la fosse cérébrale postérieure. Au niveau de la fosse cérébrale postérieure, nous allons trouver le foramen magnum, dont nous avons parlé déjà plusieurs fois comme repère. Au niveau du tronc cérébral, voici le foramen magnum qui a une forme variable, là aussi, suivant les individus. Et sur les côtés du foramen magnum, en contrebas de l'os temporal, hop, il ne doit plus s'arrêter. Voilà, on va y arriver. Et en contrebas, nous trouvons de chaque côté le foramen jugulaire qui a une forme allongée, avec une partie antérieure effilée et une partie postérieure arrondie, foramen jugulaire ici de chaque côté. Alors, sur cette vue qui est une coupe donc axiale, nous voyons ici la base du crâne, nous avons la gauche ici, nous avons la droite ici et l'avant vers le haut. Nous allons voir bien sûr que l'ensemble est tapissé par la durmère, il y en a partout, qui est accolée au périoste, et nous allons voir un certain nombre d'éléments. Nous allons voir tout d'abord sur cette vue la tente du cervelet. Tente du cervelet qui est une cloison incomplète avec un orifice, cloison presque horizontale mais dont les deux côtés droit et gauche descendent comme les pentes d'un toit comme nous le reverrons. Cette tente est perforée d'un orifice qu'on appelle l'incisure de la tente ou incisure de la tente du cervelet. Je n'entre pas sur le détail des insertions de cette tente, mais je vais représenter la moitié gauche de la tente ici avec l'incisure et nous comprendrons mieux les éléments tout à l'heure. Nous voyons que l'incisure de la tente va s'insérer ici dans la région de la selle turcique sur les processus clinoïdes. Voici ici ce bord de l'incisure de la tente. Nous reverrons la totalité tout à l'heure. Et puis, nous voyons ici une insertion, l'autre côté de l'insertion, qui vient se faire sur le bord supérieur de l'os temporal, en l'occurrence c'est le bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal, et qui vient se faire au bord supérieur du sillon du sinus transverse, pour ici venir tapisser le confluent, la zone du confluent des sinus. Nous avons ici coupé la tente du cervelet, nous ne gardons que la moitié gauche, et nous voyons cette tente qui est tendue entre d'une part ce qu'on appelle la petite circonférence, c'est-à-dire l'incisure de la tente, et d'autre part la grande circonférence qui correspond au bord supérieur du rocher et donc partie pétreuse de l'os temporal. Voici ici cette tente du cervelet. Nous verrons que ce pan ici fibreux de méninge, qui est une prolongation donc de la durmère, est oblique vers le bas et le dehors, ce qui n'apparaît pas obligatoirement sur cette simple coupe. Voici donc cette tente du cervelet que nous avons gardée sur sa partie gauche et nous l'avons ouverte sur la partie droite. Nous pouvons placer également comme prolongation durmérienne ici la région de la tente de l'hypophyse ou diaphragme cellaire que nous avons ouvert. Nous allons représenter maintenant l'ensemble de la tente sur une petite vue que nous ferons sur le côté. Ici, c'est la section de la durmère qui est accolée au crâne, et bien sûr, l'ensemble est tapissé de durmère. Je n'ai représenté ici que la structure qu'on appelle tente du cervelet. Je vais refaire ici sur une petite vue la tente dans sa globalité. C'est ici... donc on va refaire ici sur une plus petite vue, toujours cette vue donc après coupe horizontale du crâne. On a enlevé la voûte, c'est-à-dire la calvaria. Voici ici donc le crâne avec ses contours.
plus ou moins allongé suivant les individus. Voilà les contours du crâne. Nous avons vers l'avant le sillon, ici, du sinus longitudinal supérieur. Vers l'arrière, la région déprimée du confluent des sinus. Ici, la section de la voûte du crâne. Puis, nous aurons la région du bord antérieur de la selle turcique, ici, avec les processus clinoïdes antérieurs, puis c'est le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde. Vers l'avant, le processus Christagalli et la lame criblée de l'ethmoïde. Puis nous pouvons placer la partie postérieure, le bord postérieur de la selle turcique, le dorsum sellae, les processus clinoïdes postérieurs, et c'est ici le bord supérieur du rocher. Et nous allons maintenant placer la tente dans sa globalité, tente du cervelet. Voici ici l'incisure de la tente. Et nous trouvons ici le faîte du toit de la tente. Nous reverrons cela sur une vue. Faîte du toit de la tente, ici, qui va nous conduire à la région du confluent des sinus. Puis, nous trouvons l'insertion périphérique qui se fait sur le bord supérieur du rocher, partie pétreuse de l'os temporal, et sur le bord supérieur du sillon du sinus transverse. Nous avons là la tente dans sa totalité et nous trouvons l'incisure de la tente qui permet donc le passage du tronc cérébral entre la fosse cérébrale postérieure et la fosse cérébrale moyenne. Incisure de la tente, je ne rentre pas dans son architecture complexe, il y a une torsion de fibres dans l'origine autour de la selle turcique, mais ceci nous permet de voir l'essentiel des éléments. Voici cette tente dans sa globalité. Et nous voyons apparaître la partie antérieure du foramen magnum, dans lequel viendra s'engager le tronc cérébral, qui est oblique vers le bas et l'arrière, et c'est pour ça qu'il peut effectivement passer, l'orifice est décalé, l'orifice du foramen magnum est décalé par rapport à l'orifice de l'incisure de la tente. Voici cette tente du cervelet en vue supérieure sur un crâne, donc sur la base du crâne, se projetant sur la base du crâne. Il existe un certain nombre de prolongements, d'autres prolongements de la dure-mère. Nous trouvons notamment un petit prolongement horizontal qu'on appelle le diaphragme de la selle, qui vient ici former le toit de la selle turcique et qui est perforé d'un petit orifice pour la tige de l'hypophyse. Ça, c'est le diaphragme sellaire, diaphragme de la selle, où on parlait parfois de la tente de l'hypophyse. Puis, nous trouverons sur les côtés un petit prolongement qui va venir former le toit du sinus caverneux. Sur les côtés, donc, de la selle turcique, toit du sinus caverneux. Nous trouvons également un prolongement de la dure-mère qui va se faire au bord postérieur de la petite aile du sphénoïde et qui vient former le toit de ce qu'on appelle le cavum trigéminal. Cavum trigéminal, c'est là où vient se placer notamment le ganglion trigéminal dit de Gasser, c'est-à-dire que nous avons là l'arrivée du nerf 5, le ganglion trigéminal et ces trois branches qui se placent à ce niveau sous ce petit prolongement durmérien. L'ensemble ici est tapissé de dure-mère, c'est la dure-mère de la base du crâne. Ce que nous avons représenté, ce sont les prolongements que nous avions évoqués dans l'anatomie générale en plaçant les éléments et que nous allons revoir sur les coupes. Donc partout, il y a de la dure-mère, simplement ici, c'est le prolongement qui est représenté.
Nous allons pouvoir voir cela également sur, à présent, une coupe sagittale que nous allons faire. Une coupe sagittale où nous allons voir un deuxième prolongement qui sera un prolongement maintenant impair et médian, qui est un prolongement sagittal et qu'on appelle la faux du cerveau. Pour cela, nous allons construire une coupe du crâne avec ici la région, donc vers la gauche, nous mettrons la région frontale, ici les contours du crâne qui iront jusqu'à la région occipitale en arrière et vers la base du crâne. Nous sommes ici sur la région antérieure et nous aurons la région de la lame criblée de l'ethmoïde, puis là nous aurons la selle turcique, puis nous aurons la région du dorsum sellae et la pente du clivus que nous allons reprendre. Donc voici ici l'aspect endocrânien avec la fosse cérébrale antérieure, ici l'aspect endocrânien de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire frontal, pariétal, puis l'écaille de l'occipital. Nous arriverons en arrière à la région de la protubérance occipitale externe et en dedans, c'est la dépression du confluent des sinus. Et ici, nous sommes sur la partie basse de l'occipital qui nous conduit au foramen magnum. Nous avons en avant la lame criblée de l'ethmoïde et le processus Christa-Galli. Alors on va mettre le processus Christa-Galli puisqu'on est sur la région médiane. Puis nous arrivons ici à la petite aile du sphénoïde, au jugum sphénoïdal, à la selle turcique, au dorsum sellae, et puis ici à la pente du clivus, qui est formée d'une part par le sphénoïde et d'autre part par l'occipital, c'est-à-dire que nous sommes là sur une région mixte avec une syncondrose, la syncondrose sphéno-occipitale. Puis nous pouvons placer ici l'épaisseur de la voûte du crâne, qui vers l'avant va être renforcée par la région de la glabelle. Sur les côtés, c'est le rebord sourcillé. Puis nous aurons la région ici de l'os nasal. Et je ne reviens pas sur ce que nous avons pu faire pour la face et pour les fosses nasales. Ici, on peut symboliquement montrer qu'il y a un petit peu de sinus frontal. Nous avons ici cette voûte, donc la partie maintenant exocrânienne, la voûte, qui est relativement mince, avec table interne, table externe. Puis nous avons vers l'arrière la protubérance occipitale externe qui marque la limite entre la tête et la nuque en arrière et que l'on sent bien sous la peau. Puis nous avons ici la partie inférieure, extérieure de la base du crâne. Vers l'avant, nous avons ici la région de la lame criblée de l'ethmoïde. Puis nous avons le corps de l'ethmoïde qui est soufflé par le sinus sphénoïdal, et c'est ici le clivus jusqu'au bord antérieur du foramen magnum. Nous trouvons sur les coupes en scanner ou en IRM chez l'adulte la trace de la syncondrose sphéno-occipitale, donc on la voit quasiment tout le temps chez l'adulte, et nous voyons ici le sinus sphénoïdal qui a un développement plus ou moins important suivant les sujets. En fait, ce sont les sinus sphénoïdaux. Il y a un sinus sphénoïdal droit et un sinus sphénoïdal gauche. Donc ici, c'est de la coupe de l'os avec donc le diploé qui est entre les tables internes et tables externes, voûte du crâne. Je n'entre pas plus dans le détail des éléments. Voici donc ce qui est plein et les sinus sphénoïdaux et frontaux qui sont droit et gauche, même si on les présente ici sur la coupe sagittale médiane. Le clivus et ici le niveau du foramen magnum. Donc ceci, nous l'avons vu par ailleurs dans l'ostéologie du crâne largement en détail. Foramen magnum ici à la base du crâne. Et puis vers l'avant viendrait bien sûr s'accrocher le massif facial, mais ce n'est pas du tout nécessaire ici de le représenter. Nous sommes là dans les fosses nasales. C'est très fin, ces régions. Ici, la partie inférieure du sinus sphénoïdal ici aussi, ce qui fait que c'est une voie d'accès tout à fait classique pour une chirurgie hypophysaire de passer par les fosses nasales et en perforant ici le sinus sphénoïdal. Alors, nous allons
placer maintenant ce prolongement sagittal médian de la d'Urmère qui vient former la faux du cerveau. Cette faux du cerveau va venir avoir une forme de faux, c'est-à-dire très effilée en avant et venant s'élargir progressivement de l'avant vers l'arrière. Voici ici cette faux du cerveau qui donc a une hauteur qui augmente progressivement de l'avant vers l'arrière et dont nous représentons ici le bord inférieur de la faux du cerveau. Nous comprendrons avec d'autres vues, donc impair et médian. Le bord inférieur de la faux du cerveau vient fusionner en arrière avec le sommet de la tente du cervelet. Donc ici, de façon impair et médiane, sommet de la tente du cervelet, et je laisse un espace parce que nous verrons qu'il y a un sinus d'urmérien à l'intérieur. Voici donc l'insertion inférieure, le bord inférieur, et l'insertion de la faux se fait en avant sur le processus Christagalli et sur la ligne médiane, on va laisser un petit espace progressivement, sur la ligne médiane, tout le long de la voûte, au niveau des berges du sillon du sinus longitudinal supérieur que l'on voit sur l'os. Et voici ici cette insertion donc de la faux. Et entre le bord inférieur et l'insertion supérieure, nous allons trouver les fibres de la faux qui ont un aspect arciforme. La d'Urmère est quelque chose de nacré, donc c'est très beau à regarder, c'est un peu comme les tendons, hein. Donc un aspect nacré qui est brillant à l'état frais, qui ensuite bien sûr se dessèche à l'air et s'oxyde, mais c'est un aspect tout à fait caractéristique ici. Voilà la faux du cerveau, aspect fibreux, donc qui se verra sur le scanner, mais sur l'IRM, nous sommes sur du tissu fibreux, ce sera quelque chose en hyposignal, donc qui tranchera totalement avec les éléments liquidiens environnants. Ce sera donc quasiment en négatif que l'on verra cette faux du cerveau. Cette faux du cerveau est donc placée au milieu, et c'est ici, au niveau de la fissure longitudinale du cerveau. Fissure longitudinale du cerveau que nous avions vue, c'est-à-dire que cette faux qui est impaire et médiane vient être située entre les deux hémisphères cérébraux, comme nous le reverrons dans un instant par une coupe. Donc ce sont des éléments très simples. Là aussi, vous les avez vus en anatomie générale du système nerveux central, c'est ici simplement un peu plus précis et nous prenons un peu plus de temps pour construire ces éléments qui sont, somme toute, très simples. Voici donc cette faux du cerveau qui est impaire et médiane, bord inférieur libre et bord supérieur adhérent à la voûte du crâne, en dedans, voûte du crâne, le long du sillon du sinus longitudinal supérieur. Donc voici ici cette faux du cerveau. De manière impaire et médiane, nous avons également une petite faux qui s'appelle la faux du cervelet et que l'on va trouver au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Elle est toute petite comparée à la précédente et nous pouvons la placer ici, impaire et médiane, la faux du cervelet, qui va donc être placé dans le sillon entre les deux hémisphères et cérébelleux et en regard du vermis. Voici ici la petite faux du cervelet que nous voyons sous la tente du cervelet, impaire et médiane. La faux du cerveau et la faux du cervelet. Faux du cerveau, donc impaire et médiane, que nous voyons ici. Faux du cerveau. Et nous avons la faux du cervelet en dessous qui est, elle, très réduite. Nous allons voir maintenant ce qui se passe sur des coupes frontales. Donc ici, nous avons fait la coupe sagittale
qui est comme cela, donc de l'avant vers l'arrière. Donc là, c'est une vue supérieure de la base du crâne. On a enlevé la voûte, le calvaria, base du crâne, vue supérieure. Et là, ici, c'est une coupe sagittale médiane, avec donc tout logiquement l'avant, ici, qui est vers la droite. On a représenté la moitié gauche et le haut. Et c'est ici une coupe sagittale. Et nous allons maintenant faire deux coupes frontales. Nous allons faire une coupe frontale qui passera au milieu de la faux du cerveau. Nous ne ferons que la partie haute. Ça correspond à ce qu'on a vu en anatomie générale. Coupe frontale ici, F1. Et on fera une coupe frontale passant par la partie postérieure de la faux et la tente du cervelet, donc au niveau de la fosse cérébrale postérieure. C'est ce que nous allons... Et donc, au point de vue coupe, ce serait ici à peu près la coupe F1 qui passe au niveau de l'incisure de la tente, mais on ne représentera que la partie supérieure, et ici la coupe frontale F2 qui va passer par la fosse cérébrale postérieure et par la tente du cervelet. Alors, nous allons commencer par la coupe qui passe par le milieu de la faux du cerveau, et donc coupe frontale, et nous allons ici faire quelque chose de relativement schématique qui correspondra à ce qu'on a vu en anatomie générale. Voici ici la voûte. Nous trouvons la suture sagittale médiane qui réunit les deux os pariétaux à ce niveau. Nous trouvons un sillon qui sera le sillon du sinus longitudinal supérieur, dédoublement de la faux du cerveau. Voici ici la dure-mère, donc c'est exactement là maintenant la disposition que nous avons vue en anatomie générale, dure-mère, et nous trouvons un dédoublement supérieur, ce sera le sinus longitudinal supérieur, et voici la faux du cerveau, avec un bord inférieur libre, qui présentera aussi un dédoublement pour un sinus. Nous le verrons dans un instant. Voici cette faux du cerveau sur une coupe frontale passant par le milieu de la faux du cerveau. Voilà la faux du cerveau. Et cette faux du cerveau, nous le voyons, est tapissée bien sûr par l'arachnoïde qui tapisse l'ensemble de la périphérie. Ici, donc arachnoïde, je ne reviens pas sur toute l'anatomie générale que nous avons pu faire, arachnoïde, et nous trouvons de chaque côté les hémisphères cérébraux, droit et gauche. J'augmente volontairement l'espace, en pratique, il y en a très peu, sauf atrophie cérébrale. Voici ici eh bien, les hémisphères cérébraux. Nous sommes là dans la fissure longitudinale supérieure que nous avions évoquée avec la morphologie du télencéphale, morphologie encéphalique. C'est ici le cortex cérébral, puis nous sommes dans la substance blanche, ici, substance blanche encéphalique, télencéphalique. Puis nous pouvons représenter la pimère qui tapisse ici, qui est accolée à la substance nerveuse. Entre les deux, c'est l'espace subarachnoïdien, sous-arachnoïdien, avec du liquide cérébrospinal qui vient être une protection pour amortir les chocs et à la fois un aspect nutritif. Voici ici, avec des petites croix, le liquide cérébrospinal, c'est ce que nous avons vu en anatomie générale, simplement on le reprend ici avec de l'anatomie topographique. C'est ici la faux du cerveau à sa partie moyenne, et nous voyons donc son bord inférieur qui est libre, le bord inférieur, et cette faux qui limite les hémisphères droit et gauche de manière partielle. Faux du cerveau, et ici nous sommes dans la fissure longitudinale du cerveau, et c'est la coupe F1, frontale 1. Nous allons maintenant faire en un peu plus grand la coupe frontale passant par la région postérieure, et ce sera ici un aspect qui sera presque circulaire. Nous avons ici la voûte du crâne, puis nous aurons ici la région de la base du crâne au niveau de
la fosse occipitale. Voici les contours donc du crâne. Donc on est très postérieur, en arrière du foramen magnum. Donc il n'y a pas d'orifice vers le bas. Vers le haut, c'est la voûte. Vers le bas, c'est la fosse cérébrale postérieure, ici, que nous trouvons, fosse cérébrale postérieure. À l'intérieur, nous allons trouver vers le haut le sillon du sinus longitudinal supérieur, puis nous trouverons sur les côtés les sillons des sinus transverses, dont nous allons parler dans la deuxième partie, dans la dernière partie de ce cours. Voici ici donc la coupe de la voûte du crâne. Nous sommes en haut sur des régions de l'os pariétal. En bas, nous sommes sur de l'os occipital. Entre les deux tables, table interne, table externe, nous trouvons ici le diploé. Je ne reviens pas sur les parties molles qui seraient autour. Au-dessus, c'est la peau, le scalp, peau et cheveux. En dessous, ce sont les muscles de la nuque. Mais ce n'est pas ce qui est important ici. Mais là, nous allons pouvoir mieux comprendre la disposition à la fois de la faux et de la tente. Nous avons dit que la faux en arrière vient ici se fusionner avec le sommet des deux pans de la tente du cervelet, et on l'a dit, ces deux pans qu'ici on représente sur un plan partent vers le bas et le dehors. C'est ce que nous allons voir à présent. Donc nous allons trouver vers le haut la faux du cerveau ici, faux du cerveau avec un dédoublement à sa base, c'est le sinus longitudinal supérieur. Nous trouverons un dédoublement vers le bas dont nous reparlerons dans un instant, et c'est la jonction de la faux du cerveau avec la tente du cervelet, et donc les deux pentes du toit qu'on ne pouvait pas bien voir sur la vue supérieure, les deux pentes du toit de cette tente du cervelet. C'est ici une coupe frontale postérieure, en arrière du foramen magnum, et c'est la coupe F2 que nous avions annoncée, avec d'une part la faux du cerveau, qui est impaire et médiane, qui sépare les deux hémisphères. Donc on a la faux du cerveau, impaire et médiane, et on a la tente du cervelet. On est ici en arrière de l'incisure de la tente, donc elle est complète. Tente du cervelet, donc qui a effectivement un aspect de tente avec deux pans de toit, tente du cervelet, et une jonction donc en forme de lambda ou de Y renversé sur cette coupe très postérieure. Nous pouvons ici donc avoir placé cette faux du cerveau, ici la tente du cervelet, et nous pouvons placer la durmère qui tapisse ici le sillon. Il y a de la durmère, c'est un dédoublement de la durmère où nous verrons des sinus. Et nous pouvons placer éventuellement de façon très symbolique la petite faux du cervelet ici, petite faux du cervelet qui est très réduite par rapport à la faux du cerveau, qui est incomplète et qui est placée entre les deux éléments du vermis. Et là, nous trouvons la durmère qui tapisse la paroi. Nous l'avons dit, accolement direct à l'os et au périos, donc il n'y a pas d'espace, d'équivalent d'espace épidural. S'il y a un décollement, c'est lié à un hématome extradural qui est pathologique. Voici la durmère qui tapisse les régions. Donc la tente du cervelet va avoir un intérêt topographique, c'est de limiter la fosse cérébrale moyenne, où nous aurons au-dessus les lobes occipitaux, et en dessous, la fosse cérébrale postérieure, où nous avons le cervelet. La fosse cérébrale postérieure, d'un point de vue osseux, c'est l'étage qui est en dessous du bord supérieur du rocher. Donc voilà, fosse cérébrale antérieure, fosse cérébrale moyenne, un cran en dessous, où on a le lobe temporal, puis encore un cran en dessous, sous le temporal. Ici, nous avons la fosse cérébrale postérieure. Donc le plancher, c'est l'os, et le toit de la fosse cérébrale postérieure, c'est la tente du cervelet que nous voyons ici en coupe. L'ensemble, bien sûr, est tapissé là d'arachnoïdes. Alors, nous pouvons placer du système nerveux. Si nous plaçons le système nerveux, nous allons trouver les hémisphères au-dessus de la tente du cervelet
et en arrière, nous voyons là une faux qui est maintenant complète. Nous pouvons placer ici, et je les écarte également volontairement, de façon très schématique, ici les lobes occipitaux des hémisphères droit et gauche. Donc ici, on est dans le lobe occipital. Donc nous sommes là bien au niveau du télencéphale, cerveau. Voici ici les régions donc de l'hémisphère avec le cortex, ici cortex occipital qui se poursuit avec le cortex pariétal vers les côtés. Voilà la partie donc cérébrale, nous sommes là dans la fosse cérébrale moyenne. Et l'ensemble repose sur la faux du cervelet, et nous sommes là dans la substance blanche hémisphérique. À ce niveau, le cloisonnement est complet par la tente du cervelet. Et en dessous, eh bien, nous trouvons le cervelet avec le vermis. Là aussi, je vais très schématiquement. Voici les deux pentes des hémisphères que nous avions évoquées et qui viennent en quelque sorte se mouler sur la tente du cervelet. Et puis, voici ici la partie inférieure des hémisphères, on a dit quart de sphère, et voici ici cette coupe cérébelleuse, la fissure, et nous sommes là sur le vermis au milieu qui ne descend pas jusque vers le bas. Nous sommes là sur le cervelet, et cervelet, nous l'avons dit, qui est extrêmement plissé, lame, lamelle et segments, 10 segments, 60 à 80 lames, 600 à 800 lamelles, donc ici aspect très plissé du cervelet. Et nous sommes dans la substance blanche cérébelleuse ici. Nous pouvons placer éventuellement, pour être tout à fait, la pimère. Donc la pimère vient tapisser ici le système nerveux, c'est-à-dire ici le cerveau, les lobes occipitaux, pariétaux, que nous trouvons ici. Puis nous trouvons la pimère du côté opposé, donc tapissant l'hémisphère cérébral droit. Puis nous trouvons la pimère tapissant ici le cervelet, hémisphère, vermis. Nous pouvons, pour être encore parfaitement complet, mettre, on n'est jamais parfaitement complet, mais disons pour être encore un peu plus précis, mettre l'arachnoïde que nous mettons en rose, arachnoïde qui est accolé ici à la duremère, que voilà. Et nous allons, entre les deux, entre arachnoïde et pimère, avoir l'espace subarachnoïdien qui est rempli de liquide cérébrospinal. Ce liquide cérébrospinal communique par l'intermédiaire de l'incisure de la tente, bien sûr, entre les différentes régions de la boîte crânienne. Donc, il y a bien sûr communication, comme nous l'avons dit, au niveau de l'incisure de la tente. Voici les éléments. Et dans l'espace, ici, nous avons du liquide cérébrospinal. Donc ces éléments se verront bien sûr très bien, particulièrement bien en scanner, mais surtout en IRM, où là on aura un très bon contraste des éléments. C'est une coupe extrêmement classique. Nous avons ici la droite, nous avons ici la gauche, c'est cette coupe postérieure. Et bien entendu, le liquide cérébrospinal va pouvoir passer ici par l'incisure de la tente. Et dans l'incisure de la tente, nous pouvons placer ici, on va le mettre en ocre pour différencier les éléments, nous voyons passer ici eh bien, le tronc cérébral, et en l'occurrence, ce sera là la région du mésencéphale, qui vient ici s'engager, qui est oblique vers le bas et l'arrière, et que nous avons coupé, et mésencéphale qui vient ensuite se prolonger vers la région de la fosse cérébrale postérieure, mésencéphale. Si nous regardons ce qui se passe sur cette coupe sagittale, nous pouvons représenter la section ici du chiasma optique qui va être en avant de la selle. Je réfléchis sur la couleur, je vais le mettre en blanc. Ici donc le chiasma optique qui explique que dans des tumeurs hypophysaires, ici la tige de l'hypophyse et l'hypophyse, dans des tumeurs hypophysaires, on peut avoir une compression du
chiasma optique et donc des signes visuels. Puis au-dessus du chiasma optique, nous avons la lame terminale, puis nous avons le rostre du corps calleux, puis nous avons le genou du corps calleux, nous avons le tronc du corps calleux qui nous mène au splénium, ici en arrière. Voici la lame terminale, commissure antérieure, rostre du corps calleux, le genou du corps calleux, le tronc du corps calleux que nous étudierons, que nous avons étudié avec le télencéphale, la plus volumineuse, donc commissure. Voici ici la section du corps calleux. Sous le corps calleux, nous verrons le fornix ici, qui en avant est à distance du corps calleux, mais qui en arrière est au contact du corps calleux. Ceci parce que le septum est de plus en plus réduit de l'avant vers l'arrière. Voici le fornix, voici ici le septum pellucidum, haut en avant, rétréci en arrière. Puis en dessous, nous allons trouver ici le plancher du troisième ventricule. C'est ici la région donc, de l'hypophyse. Puis nous serons là sur la région mésencéphalique. En l'occurrence, ici, c'est du diencéphale, nous avons expliqué pourquoi. Nous arrivons ici sur la région du pont et la région du bulbe qui s'engage dans le foramen magnum. Et je vous rappelle que le tronc cérébral s'arrête par définition un petit peu hors du crâne. C'est le bord supérieur de C1 de l'atlas. Voici ici l'aqueduc du mésencéphale, le plancher du troisième ventricule. Puis nous pouvons placer la lame tectale, ici, l'aqueduc du mésencéphale, le quatrième ventricule, ici l'épiphyse, les colliculus, la lame tectale, et nous sommes ici sur la coupe du vermis cérébelleux avec ses différentes parties. Vermis cérébelleux que nous voyons ici, jusque à la région de la tonsille, qui est située juste au-dessus du foramen magnum. Nous pouvons placer ici les éléments qui seraient le thalamus, la strie médulaire du thalamus. Nous ne revenons pas sur tous les éléments. Et sur les côtés, ici, nous voyons la face médiale de l'hémisphère et il y aurait le départ du gyrus du cingulum. Nous pouvons ici remplir les éléments en plein pour ce qui est de la substance nerveuse. Voici tronc cérébral et pont. Et voici ici la lame tectale et le cervelet avec le cortex en périphérie et la substance blanche au centre. Donc de façon, ici, encore une fois, très schématique, nous connaissons les éléments. Je ne reviens pas ici sur la mise en place de la pimère. Nous voyons donc là bien la notion que nous avons une fosse cérébrale postérieure dans laquelle on a le tronc cérébral et le cervelet sous la tente du cervelet. Et qu'en cas d'hypertension intracrânienne, on peut avoir ici la saillie, la hernie de la tonsille dans le foramen magnum et qui va venir comprimer le tronc cérébral. C'est l'engagement tonsillaire dont nous avons déjà parlé. Voici pour ces éléments et nous allons terminer par les sinus veineux de la durmère. Sinus veineux de la durmère qui sont donc des structures en dédoublement de la durmère comme nous l'avons vu en anatomie générale. Nous allons trouver tout d'abord le sinus longitudinal supérieur. Il part de l'avant de la région du processus Christa-Galli, je le mets ici en bleu, et devient de plus en plus large de l'avant vers l'arrière au fur et à mesure qu'il draine les veines cérébrales superficielles que nous avons étudiées avec les vaisseaux du cerveau. Donc confère les vaisseaux du cerveau. Nous l'avions dit que ce drainage veineux n'était pas un homologue des artères, mais venait dans ces sinus veineux dont on a vu l'anatomie générale. La déchirure de ces sinus veineux amène à un hématome subdural, donc qui est veineux, chronique, qui se constitue en 3 semaines à 3 mois. Donc ici, c'est le sinus longitudinal supérieur. C'est le plus important, c'est lui qui draine l'essentiel des veines de l'encéphale. Et puis nous trouvons ici, sur le bord libre de la faue du cerveau, un sinus qui est beaucoup plus réduit, qu'on appelle le sinus
longitudinal inférieur, donc qui est dans un dédoublement du bord libre de la faute du cerveau, comme on le reverra dans un instant. Sinus longitudinal inférieur. Donc, que voici, ces deux sinus sont des sinus impairs et médians. C'est ce que nous reverrons sur la coupe. Ils viennent se réunir en arrière pour le sinus longitudinal supérieur au niveau du confluent des sinus. Et là, au niveau du confluent des sinus, eh bien, nous aurons le départ du côté droit et du côté gauche des sinus transverses, confluent des sinus, anciennement pressoir d'aérophile. Nous l'avions évoqué avec la vascularisation veineuse de l'encéphale. Nous trouvons en dessous du splénum la grande veine du cerveau qu'on appelait aussi la veine de Galien, grande veine de Galien. Et nous trouvons dans le sommet de la tente du cervelet le sinus droit qui vient se terminer dans le confluent des sinus. Ici, le sinus droit. Ici, la grande veine cérébrale. Cette grande veine cérébrale, nous pouvons rappeler, vient drainer notamment les veines cérébrales internes qui viennent ici de la fissure transverse du cerveau, droite et gauche ici, et vient drainer les veines basales que nous avions évoquées, qui contournent le mésencéphale et qui viennent dans cette région. Donc, grande veine ici du cerveau et départ du sinus droit. Nous pouvons retrouver ces éléments ici sur les différentes autres vues. Nous avons en avant ici le départ du sinus longitudinal supérieur. Il est tout petit ici en avant, sinus longitudinal supérieur. Puis, en arrière ici, nous allons dans le sommet de la tente du cervelet trouver le sinus droit qui va jusqu'au confluent des sinus en arrière. Sinus droit que voici. Sinus droit et en arrière, confluent des sinus. Voilà le sinus droit. Puis, nous pouvons représenter le confluent des sinus qui vient se diviser de chaque côté. D'un côté, c'est recouvert par le dédoublement de la tente du cervelet, mais de l'autre, nous voyons ici la gouttière du sinus transverse dans lequel vient partir à droite et à gauche le sinus transverse qui vient ici à droite et à gauche pour suivre le confluent des sinus dans une gouttière osseuse que l'on voit, souvent asymétrique, là, le sillon du sinus transverse, qui est donc dans un dédoublement de l'insertion de la tente du cervelet. Puis, on va trouver un coude dans ce sinus transverse, c'est à présent le sinus sigmoïde, qui va venir s'engager dans le foramen jugulaire et donner naissance à la veine jugulaire interne, qui est donc du côté exocrânien. Voici ici sinus transverse et sinus sigmoïde. Sinus sigmoïde qui vient ici rentrer dans le foramen jugulaire, confère le cours spécifique sur la base du crâne et l'ostéologie du crâne, sillon pour le sinus transverse et pour le sinus sigmoïde. Nous trouvons des sinus accessoires. Nous trouvons notamment les sinus caverneux qui sont de chaque côté de la selle turcique. Sinus caverneux qui sont des lacs veineux, mais très importants puisque passe à l'intérieur l'artère carotide interne, avant sa terminaison. Donc, lac veineux, ici, de chaque côté de la selle turcique, ce sont les plexus caverneux, sinus caverneux, ici, sinus caverneux autour de l'artère carotide interne, et ces sinus caverneux viennent communiquer avec les veines ophtalmiques. Ce qui fait que lorsqu'on a, par exemple, des furoncles de l'aile du nez, le drainage peut se faire par les veines ophtalmiques, veines angulaires de l'œil, et des veines ophtalmiques aller vers des sinus profonds, et ce seront des thrombophlébite profondes d'origine infectieuse qui sont très graves. C'est pour ça qu'on dit que les furoncles de l'aile du nez ne doivent d'une part pas être manipulés, mais éventuellement être même mis sous traitement antibiotique pour se méfier de ces contaminations possibles du sinus caverneux et de sinus profond.
Nous trouvons comme sinus accessoire, nous trouvons également le sinus sphénopariétal. Sinus sphénopariétal dans un dédoublement de la dure mère qui longe ici le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde. Sinus sphénopariétal. Comme sinus accessoire, nous trouvons également, communiquant avec le sinus caverneux, le sinus pétreux supérieur qui longe le bord supérieur du rocher. Et nous trouvons un petit sinus pétreux inférieur. Enfin, nous pouvons évoquer un plexus ici, ou sinus du diaphragme cellaire, et un plexus basilaire. Voici donc pour ces sinus, les plus importants étant le sinus longitudinal supérieur et inférieur. Voici ici le sinus longitudinal supérieur à l'insertion de la faux du cerveau, sinus longitudinal supérieur qui draine toutes les veines cérébrales. Voici ici de chaque côté, à droite et à gauche, le sinus transverse qui provient de la division, sinus transverse, donc ici gauche, sinus transverse droit, qui provient de la division du confluent des sinus. Il n'y a pas de sinus dans la petite faux du cervelet, sinus transverse droit. Et ici, sur la coupe frontale passant par le milieu de la faux, nous avons ici le sinus longitudinal supérieur et nous avons le sinus longitudinal inférieur qui est beaucoup moins important sur le bord libre de la faux du cerveau. Et pour terminer, j'évoquerai juste que cette dure mère est vascularisée sur les côtés par, donc si on prenait la moitié droite du crâne, est vascularisée par trois artères, un profil du crâne très schématique, est vascularisé par trois artères. C'est l'artère méningée antérieure, méningée moyenne, méningée postérieure, et c'est ici l'artère méningée moyenne qui sera la plus importante, c'est ici une moitié du crâne, artère méningée moyenne qui est une branche de l'artère carotide externe, artère méningée moyenne, qui est la plus importante des artères méningées, artère méningée moyenne qui arrive dans le crâne par le foramen épineux, en latin foramen spinosum, là aussi confère le cours d'ostéologie du crâne et de la base du crâne. Cette artère méningée moyenne, droite et gauche, arrive par le foramen épineux et va présenter des branches qui ont classiquement un aspect d'arbre, de branches de figuier, et ces branches de l'artère méningée moyenne, qui sont donc entre la dure mère et le crâne, vont rayonner et forment des sillons sur la face endocrânienne. Sillons que l'on voit en radio, puisqu'il y a un amincissement cortical, sillons que l'on voit sur un os sec, sillons qui sont toutefois discutés, puisque certains disent que ce sont les veines méningées qui forment les sillons plus que l'artère, c'est sûrement les deux vaisseaux, en tout cas ceci est caractéristique, et c'est lors d'une fracture, ici dans la région pariétale, que ces branches de l'artère méningée moyenne peuvent se rompre et donner lieu à un hématome extradural dont nous avions parlé déjà par ailleurs. Voilà, donc nous avons terminé avec ces méninges crâniennes. Je vous remercie pour votre attention.